Bonjour, ici la plume pour Nimpers.com. Donc aujourd'hui, on va jouer sur PokerStar pour changer un peu et en NL400. Donc on va voir un peu ce qu'on va y faire. Pas grand-chose à signaler avant de commencer de particulier. J'ai déjà commencé la session euh, depuis quelques temps. On voit déjà que j'ai une dizaine de tours sur certaines tables. Donc s'il y a déjà une dynamique, ça m'arrive en plus de jouer, donc je connais quelques joueurs. Euh, donc on va commencer directement sur le coup paire de 10 sur la table numéro 2. Il y a donc un min open au bouton, ce qui est le standard. Un 3 bet du joueur en small blind à 4 fois l'open, c'est aussi assez standard, hein, 3 fois et demi, 4 fois. Vu que c'est un min open. Et là, je me retrouve en fait avec paire de 10 en big blind. Et là, au niveau de la dynamique, ce joueur a beaucoup 3 bêtes. J'ai déjà une fois, mais ça m'arrive assez souvent. Sauf que là, il me connaît pas forcément. Je sais que le joueur au bouton, par contre, me connaît, m'a déjà vu faire ce move. C'est-à-dire que là, je peux évidemment call 4 bêtes avec pas mal de mains, surtout quand j'ai un bloqueur à l'as et au roi. Vu qu'en général, je vais pas jouer de coup post-flop, ça réduit un peu le range qui va push. Donc, on le fait pas mal en bluff. Donc, la paire de 10, je me retrouve dans une situation où évidemment je peux fold sans trop d'infos sur les joueurs, je peux me permettre de fold. Si les joueurs sont assez agressifs, j'ai deux solutions. Soit je décide de coller en position par rapport aux trois betteurs. Euh, Ça va pas forcément être un coup super évident à jouer post-flop si c'est un joueur très agressif post-flop, capable d'être agressif en bluff, mais capable aussi de value, ne pas avoir peur de value malgré mon call-call. Euh, à ce moment-là, si ce joueur est pénible comme ça, je vais pas souvent call-call ce genre de main. Si j'estime que post-flop, je représente déjà pas mal de force, qu'il va pas essayer de mood play, je peux le payer. Ça aura un autre avantage, c'est que ça peut aussi provoquer une action de bouton qui peut me voir justement sur ce type de main et décider on va dire de 4 bêtes par-dessus pour me faire fold si jamais il ne le fait pas souvent. Pourquoi pas, je pourrais très bien faire ça avec paire de 9, on va dire, ce serait vraiment la limite. As-Dame, et je sais qu'il y a certains joueurs en plus qui le font avec des mains un peu plus, on va dire, un peu plus improbables, mais aussi à partir du moment où ils vont pas le faire tout le temps avec des mains un peu bizarres et qui représentent de la force, ça peut aussi être une manière de jouer un coup, donc ça va provoquer des moves du joueur au bouton. Et puis, si ça provoque pas tout ça, je peux jouer en position. J'ai aussi une autre donc possibilité, comme je vous ai parlé que je faisais le call 4 bet en bluff, et ben je peux le faire aussi en value pour aussi provoquer des moves du bouton ou du joueur en small blind. Donc ici, je décide, puisque je l'ai fait il y a pas très longtemps, de refaire un 4 bet, évidemment un 4 bet en value, hein. Je 4 bet call sans problème. De toute façon, avec une pocket, je vais 4 bet call tout le temps, mais là, ici, c'est vraiment pour provoquer un move que je fais ça. Et puis, si jamais il y a des nuts en face, j'ai pas mal de nuts style As-Roi As-Dame contre qui je flippe. Et là, ça va provoquer deux fold. Bon, j'espère que vous avez compris un peu mon explication, hein. On a vraiment dans cette situation pas mal de possibilités. Euh, à nous de bien visualiser par rapport à la dynamique essentiellement du moment, un peu l'image qu'on a dans la session à ce moment-là, c'est un peu le plus important. Essayer de prendre la ligne qui va être la meilleure, hein. On va aller sur la table numéro 3 où il y a As-Roi. On va revenir au début du coup.
Donc je suis en big blind. Je vais donc 3 bêtes. Et ça va être défendu par le bouton. Donc ici, ce joueur-là a 67% de fold aux 3 bêtes. Mais c'est pas un énorme sample. Et puis dans cette situation, bouton contre big blind, évidemment que c'est la situation où il va le moins souvent folder et le plus souvent coller. Donc là, sa range est assez large, hein. Ça peut aller de pocket, suited connector, des, des Broadway, quelques As, on va dire jusqu'à As-10 suité peut-être. Donc je fais un continuation bet. Et c'est vrai que tout de suite, là, sur 9, 9, 4, on s'attend pas forcément à avoir énormément de fold d'équité. En tout cas, pas sur un barrel. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on décide de miser ici, en général, on va assez souvent prévoir un deuxième barrel pour faire fold les pockets, euh, voire un troisième, suivant la dynamique, si on pense qu'on va quand même avoir pas mal de, euh, comment dire, pas mal de crédit. Ici, je peux très bien deux barrels. Lui peut décider bah, soit de fold, par exemple, pocket 6, pocket 7, pocket 8. Mais il peut aussi décider avec la position de la payer en se disant que je peux avoir un draw. Je peux essayer de mettre la pression aussi, sans spécialement de draw. Et donc décider de payer. Et soit après il se retrouve dans la situation où il doit faire un hero call river, qui peut faire suivant la dynamique, il n'y a pas de souci. Soit bah, il va se retrouver devant une situation assez difficile et si la dynamique, on pense avoir du crédit, en général, on peut obtenir un fold. Donc ici, quand je deux barrels sur 9-9-4 et le 10, je m'attends évidemment à avoir des folds, mais aussi à avoir quelques calls. Euh, donc je me prépare déjà à assez souvent 3 barrels la river. Justement pour lui faire fold ce genre de main, ce genre de petite pocket. Bon, là, il fold. Donc en bas, je squeeze avec As-Roi, c'est standard, il va pas y avoir d'action. Donc en haut à droite, j'ai Roi-Dame contre UTG au bouton. Je peux évidemment défendre. Euh, Ça va dépendre qui va open au bouton. Bon là, la situation est un peu plus facile. Il est 3 bêtes. Donc là, je vais abandonner. Même si, évidemment, avec Roi-Dame, ici, je pourrais très bien décider de call 4 bêtes. Contre quelqu'un qui va souvent 3 bêtes le bouton, 3 bêtes l'UTG. Mais je décide de pas le faire. Donc là, on a en bas à droite, table numéro 6, 10-6 au bouton. Euh, c'est une situation, voyons, on va hésiter, où je vais folder. Mais je peux aussi décider de 3 bêtes, puisqu'une des situations préférentielles pour 3 bêtes va être au bouton contre le cut-off. En général, le cut-off va soit 4 bêtes, soit fold. Et quand il colle, on a une idée assez précise de sa range. Pour la plupart des réguliers, pas tous. Donc ici, bah, je décide de fold. Mais j'aurais pu très bien 3 bêtes.
C'était une bonne situation. Maintenant, comme je vous dis, je regarde beaucoup. On a la dynamique euh, de la session, du moment. On a la dynamique, tout simplement, de toutes les sessions qu'on a fait antérieurement contre ces joueurs. Et là, si on parle de la dynamique de la session, on a pu voir quand même que j'ai beaucoup 3 bêtes, call 4 bêtes, mais j'ai eu beaucoup de mains là, hein. J'ai eu beaucoup d'as-roi, j'ai eu un paire de 10, donc beaucoup de value. Donc c'est pas forcément le moment à placer quelques 3 bêtes light, puisque naturellement j'ai déjà fait beaucoup de 3 bêtes, donc je vais pas avoir beaucoup de crédit. Je vais attendre un peu que ça se calme pour commencer à 3 bêtes light. Donc je vais open au bouton normal, un suited connector, 2 3 gappers, c'est un easy open au bouton. J'ai la paire d'as. Alors là, j'ai ma paire d'as que j'open UTG. Je percute le flop comme jamais. J'entends par là que clairement mon adversaire ici, il a très souvent raté ce flop-là. Il peut tenter quelques floats, c'est-à-dire que je peux très bien faire un continuation bet en espérant de sa part un float, que ça soit un float avec air total, un float avec des mains value. Et en général, je vais, moi, suivant les cartes qui sortent, je peux décider de 2 barrels, de check call pour me laisser un peu s'enflammer. Mais bon, j'ai tellement percuté qu'il ne doit pas avoir grand-chose. Je suis UTG, donc je vais quand même avoir un peu de crédit. Donc c'est pas forcément contre cette position qui va s'énerver le plus. Sauf que c'est un joueur quand même assez agressif et que je décide de checker. Alors je suis évidemment au courant qu'en checkant ici, j'ai jamais R. Je sais qu'il le sait. Donc j'ai tout le temps, je sais qu'il va me mettre sur soit un petit as, soit une pocket style 6-6, 7-7, 8-8. Mais jamais un gros jeu, mais jamais R. Donc j'ai toujours un jeu moyen quand je vais checker ici. Et j'ai besoin en fait dans mon jeu pour pas tout le temps être lisible. Et ben pourquoi pas avec des mains de ce style-là, bah, faire quelque chose de pas naturel. C'est-à-dire que le plus naturel va sûrement être un continuation bet ici. Bah, je vais décider de checker et ce joueur assez agressif, essayer de lui faire penser qu'il y a peut-être moyen avec 3 gros barrels de me faire lâcher la main. Bon, malheureusement, il check back, donc là il a quelque chose. Soit il se méfie grandement, soit il a de la showdown value, donc il est temps pour moi de miser, ça va pas s'enflammer. Donc là, il paye. Et River, on peut se poser quand même pas mal de questions sur sa range et sur ce que je représente. C'est pour ça aussi que la line de check au flop, je vais pas non plus la faire tout le temps. Ça va vraiment pas être mon standard. Puisqu'on arrive river et on sait très bien que quand on va barrel, turn et river, il va tout le temps nous mettre sur un as quasiment. Peut-être quelques value teen avec roi-roi, dame-dame vu qu'il a check au flop. Je pense pas qu'il va se level souvent à payer avec une paire de 6 ou une paire de 7. En plus de ça, il y a des tirages qui sont tombés, c'est-à-dire il y a eu moi qui sont tombés, il y a eu des pics qui sont apparus à la turn, il peut très bien avoir un tirage pic. Là sur le moment, je vais décider de bet assez fort, mais je pense que c'est pas bon puisque de toute façon je représente pas ce que j'aime, mais je représente une main qui va value. Il le sait, River. Euh, Donc je me retrouve un peu bloqué entre check, mais je vais souvent prendre un check back. Donc je décide clairement c'est clair qu'il faut miser là, mais je pense qu'il faut pas miser aussi fort. J'aurais peut-être pu miser un peu plus comme si je faisais un value teen. Pourquoi pas un tiers pot qui peut aussi lui provoquer des moves, pourquoi pas, et puis des calls un peu de curiosité. Ici je suis pas fan de mon gros bet river tellement on va dire je représente quand même de la force. Je vais jamais bluffer ici, hein.
À partir du moment où j'ai checké le flop, j'étais donc pas en bluff. Moi, j'avais pas air, donc river, je bluffe pas, c'est évident. Voilà, c'était aussi pour parler un peu des lines. Il faut un peu vous sortir des. Plus vous jouez contre des joueurs compétents, plus il est important de sortir des lines naturelles. Euh, Souvent, je vois des joueurs qui font des bluffs un peu foufou, justement parce qu'ils estiment jouer contre des joueurs un peu plus compétents et tout. Mais je trouve qu'ils oublient assez souvent aussi de jouer un peu différemment leurs mains, que ce soit leurs notes ou leurs mains moyennes, du standard, pour essayer non seulement de protéger les moments où par exemple ici je vais faire un check réellement avec une main où j'ai envie de checker, pour aussi pas être lisible, arrêter d'être tout le temps face up sur nos mains. À partir du moment où de temps en temps ils vont voir des choses assez bizarres ici, imaginons qu'on arrive jusqu'à la river et qu'ils voient ma paire d'as se checker au flop, c'est vrai que la première réaction ça va être bah, tiens c'est bizarre qu'il check son set au flop quoi. C'est vraiment pas le standard, il veut pas prendre trois barrels de value, c'est a priori pas très bien joué. Moi, si on réfléchit comme ça juste dynamique, dans la dynamique du moment, quand on se dit, tiens, bizarre, mais au moins ça permet de pas être lisible. Évidemment, nous, on sait qu'on va pas le faire souvent, mais on se garde quelques lines comme ça de temps en temps, qui peuvent embêter les joueurs. On va revenir sur le dame-dame, qui est assez classique. Je vais pas remonter plus haut, ça sert à rien. Donc on a paire de dames, on va squeeze. On est défendu. Le premier joueur va défendre. Il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes de ça. Sur la table 6 en bas à droite, on voit que j'ai perdu une cave. C'est marqué en bas à combien je suis sur la table. Je l'ai perdu, même situation, j'ai squeeze et il a défendu une suite de connecteurs. Bon, il a hit, je sais plus, il a hit deux paires ou quelque chose, bon, peu importe. Moi, j'avais les As, je crois, ou les Rois, et il m'a décavé. Euh, c'est très important de voir les mains avec lesquelles les joueurs défendent sur des squeezes, et qui défendent des stud connecteurs, des Broadway, des pockets. N'oubliez pas de prendre des notes là-dessus. C'est vraiment hyper important. Donc ici, je fais un continuation bet et on va pouvoir commencer un peu à parler justement ici, voilà, comment lire une main adverse, qu'est-ce qui va nous aider à estimer la force de la range adverse. Ici, on pourrait se dire, ok, j'ai trois bêtes, moi j'ai squeeze, il sait que je suis quand même assez solide, bon, je peux évidemment avoir des bluffs, et il décide de raise. Et en plus, il se commit, hein. Moi, il se commit. À partir du moment où il a rien, il n'est pas commit. Il pourrait très bien raise et fold ici. Bon, je pense pas qu'il le fasse quand même souvent. Clairement, surtout qu'il met vraiment très cher. Moi, très cher. Ouais, il met à peu près le standard. C'est vrai que le pot était squeezé. Mais par rapport à son tapis, il met quand même assez cher. Donc, on a quand même dans l'idée qu'ici, il va quasiment jamais fold. Clairement, les joueurs ici ont pas l'habitude de raise aussi cher et de fold, ça se fait pas. Euh, Maintenant, pour lire, qu'est-ce qui va m'aider pour lire la range de ce joueur-là? C'est la présence de joueurs. J'ai que 22 mains. Euh, c'est un joueur sur 22 mains qui a déjà joué 10 mains. Alors je sais que c'est un petit sample, mais globalement, a priori, je vais pas tirer d'énormes conclusions, mais globalement, je me dis que ça doit être quand même un joueur. On est un peu là pour lui à la table. Il joue beaucoup trop de mains et on est assez content de sa présence. Et donc ici, quand il raise ici aussi fort, je me dis que s'il avait Pocket 3, Pocket 4, s'il avait 3 4, s'il avait Pocket Valet,
jamais il ferait un raise ici. On est bien d'accord. Euh, dans le sens déjà où il me ferait folder mes bluffs assez souvent, ce qui ne l'arrange pas. Et en plus de ça, il va très souvent faire partir ce joueur-là, qui est capable d'avoir une range assez large de mains faibles. Et donc ici, clairement, quand il raise ici, il a jamais une bonne main. C'est-à-dire qu'au mieux, il est en tirage. Alors, euh, je- par moment, ça peut être un raise total air. Là, ici, à mon avis, il met beaucoup trop cher pour être total air. Donc, il est très souvent euh, sur un tirage. Je passe autant de temps sur cette main, on pourrait se dire, écoute, gars, t'as dame-dame, on est dans un pot squeezé, vu les dynamiques de table de 400, on va pas réfléchir 3 heures, on va go broke et puis c'est tout. Évidemment. Juste, je voulais profiter de cette main euh, pour essayer quand même de voir si on peut lire un peu les mains adverses. Et clairement ici, on va pas réfléchir 3 heures, évidemment un go broke avec dame-dame, mais ici on sait qu'il est très souvent en tirage. Donc il a soit un tirage flush, pourquoi pas avec une over en plus, ce qui lui donnera assez souvent 50%, il est content. Soit pourquoi pas même 5-6, je l'ai vu défendre tout à l'heure, je crois qu'il avait descendu 6-7 suité, donc il est capable de défendre assez bas même sur les post squeeze. Euh, donc évidemment on va go broke, mais c'était pour apprendre un peu à lire la range adverse, et on sait qu'il est jamais sur une main faible, qu'il est toujours sur un tirage, voilà. Il a 5-6, ça tient, mais voilà, c'était surtout pour s'habituer à lire les ranges. Ça peut évidemment être utile ici, par exemple, si on a squeeze avec une main, je ne sais pas, valet 9, et qu'on commence à se poser des questions, que faire avec notre main, euh, c'est évident euh, que ça va nous servir. Ici, évidemment, on avait le top de notre range, donc on va pas réfléchir. On pourrait revenir vite fait en haut à droite sur la main As-9 de carreau. On va voir un peu réfléchir. J'open donc UTG, j'obtiens 2 calls et je suis squeeze par un joueur très agressif pré-flop. Euh, toujours pareil, euh, comment un peu estimer la force? Alors évidemment, je suis UTG, il me 3 bet, donc globalement sa range est assez forte, mais on sait aussi que dans ses limites, les joueurs ont très bien compris que quand on 3 bet UTG, on représente de la force. Donc évidemment, on le fait aussi en bluff. Là ici, il y a la présence du short qui renforce clairement la range de squeeze. Il peut squeeze évidemment une main type As-Valet pour prendre la deal money, euh, pour me faire sortir du coup et garder le short qui est capable de go broke avec des mains même moins bonnes, ou des mains qui seront en flip avec la deal money, ça vaut quand même le coup. Mais ici, clairement, il est jamais total air. Euh, il est soit avec une très bonne main, soit avec une main en value un peu élargie. Tout ça pour dire que s'il n'y avait pas la présence du short, si j'avais pas 3 bêtes de partout, si j'avais pas squeeze, mais là je suis même pas en bluff, hein, je 3 bêtes et je squeeze tout simplement parce que là j'ai un rush de cartes, c'est évident. Je pourrais très bien me permettre, en étant UTG, en plus vu les sommes, on n'est pas obligé de mine 4 bêtes ici. Je représenterais énormément de force. Ça serait très dur pour lui de tenter quelque chose sans vraiment As-Roi, As-As, Roi-Roi, Dame-Dame. Euh, donc clairement, je pourrais le faire suivant la dynamique. Toujours pareil, la dynamique du moment, mon rush de cartes fait que je vais très peu bluffer. Mais on me voit hésiter, en fait, mon hésitation, et c'est là où il faut prendre son temps, elle est l'estimation de la range de ce joueur et ce que je vais pouvoir faire. Donc voilà, UTG, je répète rapidement hein, quand vous êtes dans votre main, UTG, tiens, c'est assez fort, mais pas forcément. Donc on reste conscient qu'il peut y avoir du bluff. Présence d'un short, ah déjà ça commence à gâcher
notre possibilité de move, présence d'un short, ça renforce la range. Donc déjà deux choses, UTG, présence d'un short. Bon, et puis le fait qu'on va pas avoir trop de crédit non plus avec tout ce qu'on a fait, on va laisser assez souvent tomber. Tiens bon, on va voir la main. Ouais, valet, valet. Donc on peut revenir aussi sur le roi dame suité en bas à droite. Je décide de défendre hors position, c'est quand même une main qui va jouer assez facilement. Là, ici, j'ai un flop avec deux overs, une gutshot et une backdoor. Donc clairement, je peux me permettre soit de raise immédiatement, et évidemment de continuer ma pression sur les turns avec un as, continuer ma pression sur les turns avec un cœur, continuer ma pression sur tous les carreaux. Donc j'ai pas mal de cartes sur lesquelles je vais pouvoir continuer à mettre la pression. Et j'ai aussi la possibilité de just call. Alors c'est toujours pareil, hein. Là on a eu beaucoup d'actions, il m'a décavé il y a pas longtemps, je l'ai décavé avec ma paire de dames, il y a très peu de mains, et je décide de prendre la line qui va me sembler où il peut me mettre le moins en difficulté. C'est-à-dire, voilà, là je serais bien content en collant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un valet, tant mieux pour moi, mais je peux aussi avoir un roi, une dame, qui sont des cartes sur lesquelles il va continuer à barrel, que ça soit en bluff ou en split bluff. Je peux avoir des carreaux et décider turn de check raise sur les carreaux. Et là tombe une blanque, donc je décide d'abandonner. Mais clairement, mes deux options, ils étaient au flop, le raise, que je vais faire certainement assez souvent ici. Mais avec la dynamique, j'ai préféré la jouer un peu plus soft. Bon, la turn est tombée une blanque, donc j'abandonne. Donc open 6-5 évidemment au bouton, on va largement ouvrir notre range d'open. Tout ce qui est connecté, tout ce qui est suité. Alors que UTG, UTG plus 1, on va clairement resserrer. Bon, la table va casser en bas à droite. Voilà, on se retrouve en HU, donc elle va fermer, malheureusement. Donc je passe un peu de temps sur certains spots qui peuvent paraître évidents, non seulement avec les mains que j'ai, moi souvent avec les mains que j'ai en ma possession, mais ce que je veux aussi, hein, c'est pas seulement étudier notre main et puis dire voilà là on va rien faire et puis c'est tout, mais aussi voir un peu les possibilités qu'on pourrait avoir si on avait par exemple une autre main ou une autre dynamique. C'est pour ça que je peux passer un peu de temps ou comme le dame dame ça peut bon voilà comme j'ai expliqué on peut y aller, on va pas réfléchir 3 heures, mais on va aussi un peu discuter de la force de la main. Ça pourra nous servir dans beaucoup d'autres spots. Ici, c'est intéressant parce que j'ai A5 off au cut-off et je décide, évidemment, je peux fold et je peux open. Clairement, si c'est suité, c'est tout le temps un open. On va pas réfléchir. Une main qui pourra nous permettre de mettre énormément de barrel post-flop. A5 off, ça va être suivant la dynamique, suivant si je pense souvent être 3 bêtes ou pas. Là ici, j'ai dans les blindes quelqu'un qui 3 bêtes quand même pas mal, mais j'ai que 124 mains sur lui. Et quelqu'un qui 3 bêtes pas forcément beaucoup en big blind. Et je décide de pas jouer un coup avec contre eux, contre des mains qui vont défendre. Je vais avoir peu d'équité. Euh,
peu de possibilités d'amélioration, et en plus de ça, peu de crédit sur tout ce qui s'est passé pour le moment, même si j'ai montré de bonnes mains. Donc je décide de la folder, et peut-être que dans 10 minutes, je l'ouvrirai. Euh, tout ça pour dire ce qu'on va avoir la même main, je crois, très bientôt, sur la table numéro 2 en haut. Et je vais décider de l'ouvrir. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Euh, donc on va même commencer à en parler avant qu'elle arrive. Je vais ouvrir donc au cut-off à 5. La différence, c'est que dans les blinds, j'ai des joueurs avec un peu plus de samples, qui sont beaucoup plus 3-betteurs, et je m'attends assez souvent à me faire 3 bêtes. Et malgré la dynamique, je décide que là, ça peut être un bon plan pour 4 bêtes. Donc ici, voilà, ce joueur 4 bêtes, 3 bêtes assez rapidement, je suis pas surpris. Et j'ai un bloqueur en main, j'aime bien 4 bêtes avec les... Je trouve que 4 bêtes avec les bloqueurs, c'est assez bien, puisqu'on va quand même pas jouer souvent un pot 4 bêtes, et encore moins souvent quand les joueurs sont hors position. Donc ici, quand je vais 4 bêtes, soit il va devoir push, soit il va fold. Ici, c'est vrai qu'au niveau de la dynamique, ça a pas mal bougé, mais d'un autre côté, j'ai aussi montré des bonnes mains pour le moment. J'ai pas montré de R. Donc, à la fois, comme je vous disais, je vais faire attention à pas trop bluffer, et à la fois, bah, il faut quand même y aller. J'ai foldé le As5 qui était à droite il y a 2 minutes. Je vais pas commencer tout le temps à folder non plus. Il faut quand même garder un rythme sans trop en abuser à partir du moment où on est dans un rush. Je décide qu'à ce moment-là, c'est le bon moment. Donc, je suis assez content d'être 3 bêtes. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que il va y avoir un flat call de la big blind, un call call en big blind. Alors, qu'est-ce que c'est ici que le call call en big blind? Ici, en général, de la part d'un reg, on va dire en standard, ça va être une main du type As-Dame, et on va dire 9-9 plus, jusqu'à peut-être Valet-Valet, voilà, et quelques rares slow play. Donc pour l'instant, on va pas les mettre. Donc c'est des mains qui sont pas mauvaises. As-Dame, 9-9, 10-10, Valet-Valet. Allez. Voilà les mains du style qu'il a. Maintenant, ce joueur-là, il s'est fait décaver plusieurs fois, que ça soit par moi, par un autre sur une autre table. Ça, voilà, ça bouge un peu pour lui. Donc on peut par moment élargir un peu plus son range de call 4 bet. Euh, on le sait tous, hein, on a des moments où on va jouer un peu mieux, un peu moins bien. Ce joueur-là, j'estime qu'à ce moment-là, non seulement il a une range moyenne, mais en plus de ça, elle peut être élargie un peu plus dans le faible. Et en plus de ça, contre lui, pour le moment, il m'a décavé quand j'avais As-As, je l'ai décavé avec Dame-Dame, je lui ai toujours montré de bonnes mains. Donc j'estime que c'est un très bon plan finalement à 4 bêtes, avec toute la de monnaie, mon bloqueur, le fait que les ranges adverses sont assez faibles, et je vais mettre 100 euros pour prendre un pot qui faisait 92 au milieu. Donc c'est plutôt intéressant à partir du moment où les ranges adverses sont assez faibles, et que même si j'expliquais que la dynamique, j'avais pas mal bougé, lui en tout cas a vu des showdowns puisqu'il était dans les mains avec moi, et je lui ai tout le temps montré des notes. Donc ça me permet, c'est-à-dire qu'en plus des mains faibles qui peut fold, ses mains moyennes, il va pas forcément être content de venir à l'ego broc. Imaginons qu'il ait une pocket 9 ici. À partir du moment où j'ai montré Dame-Dame, As-As, bah il n'est pas content de me voir 4 bêtes. Et, et voilà. Et donc je pense qu'avec la de monnaie, c'est un move qui vaut le coup. Qui vaut le coup si les joueurs ont pas mal de range assez faible.
Ici, voilà, on a roi-valet, on pourrait roi-valet suité, peut-être défendre. On pourrait le 3 bêtes, c'était la main en haut à droite. Voilà. Bon, clairement, avec tout ce que je fais, tous les 3 bêtes, les calls 4 bêtes, il faut continuer à mettre la pression, mais comme j'ai dit, hein, rester dans un rythme correct, pas en abuser, et attention au moment où on décide de bluffer, quand on sait que notre image est pas très belle, faut au moins que la situation soit vraiment intéressante. Et donc là, c'est un easy fold. As-9, on est en 3 way, il open, je décide de pas 3 bêtes parce que j'ai pas envie de me faire 4 bêtes et avec les tapis qu'on a, d'être dans une situation où je me dis qu'il va souvent me 4 bêtes light. Le risk reward n'est pas génial sur un 5 bêtes. Je vais devoir click back 5 bêtes, que ça soit en value ou en... Moi, ça m'embête de rentrer dans un coup avec l'image que j'ai là à ce moment-là. Je décide de coller, c'est quand même une range qui domine son open. Bon, je rate le flop, je décide d'abandonner, de pas tenter de float. Bon, la table aussi, ici, je sais pas si elle va casser ou s'il va y avoir... Non, je crois que ça va continuer. J'ai ouvert une table d'un autre site, malheureusement, j'en avais plus de dispo sur PokerStar. Donc là, j'ouvre Valet 5 suité, ça va être un coup intéressant. C'est défendu assez rapidement par le joueur qui vient d'arriver, qui est pas KV max. Alors attention, c'est un joueur a priori, on l'a vu tout à l'heure, là, qui jouait beaucoup de mains, mais assez agressif, qui vient pas KV max, mais voilà, pas forcément le joueur qui va faire n'importe quoi sans réfléchir. Je décide de continuation bet, ma troisième paire, ça me paraît le plus facile à jouer. Rentrer dans un check call derrière, ça m'embête un peu. Il y a beaucoup de turns qui vont m'embêter. J'ai deux paires, donc là, évidemment, euh, vraiment la situation typique où si je n'ai pas, si j'ai rien, même si c'est une overcard, c'est le genre de coup où vous êtes quasiment tout le temps obligé de 3 barrels si vous décidez de 2 barrels, tellement il y a de mains moyennes qui vont coller. Je m'explique. Le valet est hyper connecté, donc déjà il y a beaucoup de tirages couleurs. Euh, Ce genre de joueur, clairement, si il se cave pas max pour avoir des décisions un peu plus faciles, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas forcément le joueur là qui joue 50 de VPIP et 5 de PFR. Euh, donc il va pas faire tout et n'importe quoi, mais globalement ici, il peut avoir pas mal de draws, draw cœur, un draw pick en backdoor, par exemple, imaginons 7-8 de trèfle, un draw pick, pardon, un draw trèfle, 7-8 de trèfle, il peut avoir Pocket 9, là, je me souviens pas de ses stats, je sais pas. Est-ce qu'il est assez agressif pré-flop au niveau du 3 bet? Est-ce qu'il pourrait retirer Pocket 9? Mais bon, il peut avoir Pocket 9, il peut avoir 19, il peut avoir 8-9. Il peut très bien avoir 6-7. Donc vraiment, il y a énormément de mains qui sont capables de payer même hors position pour un joueur de ce style-là. Donc en général, je vais abandonner le coup. Bon là j'ai une main donc je continue. Et si je continue, parce que je peux avoir aussi un draw, je vais 3 barrels assez souvent. Parce qu'il peut encore me coller avec des mains moyennes. Sans compter qu'il peut aussi avoir une main du type As-10, As-10 évidemment. Et que donc je peux tenter de lui mettre la pression. River tombe le cœur, c'est pas génial. Déjà je peux assez souvent représenter le cœur. Et comme je l'ai expliqué, comme c'est une situation où je vais souvent, quand je décide de 2 barrels, 3 barrels en bluff, c'est que j'estime avoir pas mal de fold d'équité. Donc évidemment, j'ai envie de 3 barrels en value.
Mais je pense que clairement, il faut pas que je 3 barrel trop fort. Le check serait quand même trop weak. Il y a quand même pas mal de mains que je peux value. Euh, et je crois que voilà, je vais sur le coup me dire que bah déjà il lui reste qu'un bet pot, hein, on peut voir. Et je me dis, allez, j'essaie de tout lui prendre. Mais je pense que j'ai encore pas mal de fautes d'équité sur beaucoup de mains. Les mains que je viens d'expliquer. Pocket 9, 8-9. Peut-être que les 10 vont payer là. Et encore, c'est pas sûr. Donc clairement, pour moi, même s'il reste un bet pot, je pense que c'est l'une des situations où je peux me permettre de pas lui demander tout son tapis. Parce que je pense que globalement, il a une main assez faible. Alors je suis peut-être résultat orienté parce qu'il va fold. Euh, et que sur le coup j'ai pensé qu'il restait qu'un bet pot, mais quand on réfléchit un peu, en plus de ça, on a le valet, donc il a clairement moins souvent une main du type dame valet, je sais pas, pourquoi pas un roi valet, un as valet qui aurait pas trois bêtes et qui veut float. Donc clairement il a pas de valet, donc il a un 10, un 8, soit une pocket 9, moi une main très très difficile pour lui à payer. Donc je pense qu'ici, malgré qu'il reste un bet pot, je pouvais me permettre de bet beaucoup moins fort. Parce que clairement après il va pas fold si c'est pas fort parce qu'il est trop curieux et que s'il a même pocket 9 et que je bet quelque chose comme 50, 60, il peut trouver un call beaucoup plus facilement que si je lui demande son tapis. On va passer à la main en bas à gauche, table numéro 4, j'ai pocket 9, donc j'open. Ça va être défendu par la big blind. Ici, j'ai le choix, continuation bet, check back. Le continuation bet en position va dépendre s'il me flotte souvent ou pas, s'il est agressif, si je sais que je peux avoir peut-être beaucoup de bluff ou pas. En position ici, ça me dérange pas de check back ici. Et de provoquer chez lui, pourquoi pas, un bet turn et un bet river pour essayer de me voler le coup. Euh, S'il me met souvent sur sur une pocket. Ici, il va se passer quelque chose de d'assez étrange, mais c'est pas étrange, hein. Je viens de jouer un coup, voilà, où j'ai un peu réfléchi sur le valet 5 il y a 10 secondes. Donc j'ai déjà dû check au flop assez rapidement, machinalement, et clairement je check turn. C'est voilà, je suis encore dans mon coup là-haut, certainement en train de me demander. Moi, je réfléchis pas trop à ce coup qui est en train de se passer en bas à gauche. Donc je check turn. Je pense que c'était assez souvent un bet quand même à la turn, si ce n'était au flop. Et donc je décide de bet river assez rapide, je mets trois quarts. Je pense qu'ici c'est assez évident que j'ai jamais de bluff. C'est pour ça que valait mieux bet à la turn ou pourquoi pas au flop. Mais j'étais un peu pris dans mon coup là-haut et je suis assez surpris qu'il me paye d'ailleurs. Je sais plus avec quoi il me paye. Est-ce qu'il peut penser que je value la paire de 7? Est-ce qu'il a mieux que paire de 7? Ouais, il a 8-8. Ok, donc il peut penser, non, ouais, il peut penser que je value une main du style à 7, 17, je sais pas, des mains de ce style-là, suitées. Euh, donc oui, je comprends son call. Oui, oui, 19, en haut à gauche, le 19 c'est un open, j'ai cru que j'allais fold, c'est pour ça que j'étais surpris. Au cut-off, tout ce qui est connecté évidemment, c'est des open. Donc malheureusement, j'ai quelques tables qui se ferment, ce qui ralentit un peu l'action au niveau des mains à commenter.
Moi, je pense déjà que j'ai pas mal parlé. Peut-être un peu trop sur certains coups, mais bon, j'aime bien développer. Comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, on est sur un coup, autant parler et discuter un peu du coup que de se contenter de parler de nos cartes. Ici, je décide de squeeze en bas à gauche. Bon, toujours pareil, attention à l'image qu'on a. Bon, je décide quand même de pas rentrer dans une dynamique de plus jouer que les nuts parce que j'ai pas mal de nuts. Bon, je décide de le faire, mais je crois que je vais me faire 4 bêtes, ce qui est pas surprenant. Et à un moment donné, ils vont dire stop, hein. C'est normal. Mais bon, finalement, c'est pas dérangeant non plus, comme j'ai montré pas mal de nuts, euh, voilà, de squeeze, et puis de squeeze et de fold, voilà. Qui soit bien au courant que je continue à faire des choses assez light. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie. J'attends vos réactions sur le forum. N'hésitez pas à poser vos questions, à critiquer les vidéos en bien, en mal, qu'on puisse aussi s'améliorer, proposer pourquoi pas d'autres sujets. Et la deuxième partie devrait arriver assez rapidement et est aussi très, moi, même plus intéressante, je trouve, encore que la première. Donc voilà, encore pas mal de choses à dire sur cette fin de session. Voilà, je vous souhaite bonne chance aux tables et puis à très bientôt.